Madame la ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Nous voici donc quasiment arrivés au terme de la navette parlementaire. Et la motion de renvoi que j'ai l'honneur de présenter au nom du groupe de la France Insoumise a pour but d'essayer une ultime fois de vous convaincre de remettre à l'ouvrage le métier, de remettre à l'ouvrage sur le métier. Ce projet de loi de programmation de la justice a suscité les doutes, puis l'opposition, franche, déterminée et permanente, de la majeure partie des professionnels de la justice, toutes catégories confondues, avocats et avocates, magistrats et magistrates, greffiers et greffières, éducateurs et éducatrices spécialisés, personnel administratif et j'en passe. Depuis des mois, elle et il se mobilisent, vous appelant à lancer un vrai grand débat sur la justice dans notre pays. Je tiens ici, au nom du groupe de la France Insoumise, à renouveler notre soutien et notre solidarité à cet autre grand mouvement inédit, celui des dites robes noires. Il a certes peu attiré l'attention médiatique. Difficile en effet de repeindre les membres de ces professions réputées illustres en horribles casseurs homophobes et antisémites. En tout cas, plus difficile que pour les Jojo gilets jaunes. Plutôt que la surexposition de faits pourtant médiatiquement et symboliquement spectaculaires, comme les journées justice morte, des codes civils et des codes de procédure pénale brûlés en place publique, la stratégie utilisée a consisté à, au contraire, le rendre invisible. C'est pourtant un mouvement qui a marqué, qui continue de marquer le monde de la justice dans son ensemble, par la profondeur du rejet d'une réforme qui remet en cause les fondements de la démocratie et de l'État de droit. Oui, car, rappelons-le, la justice est l'un des fondements de la démocratie. L'une ne va pas sans l'autre, et affaiblir l'une, c'est ébranler l'autre. Et c'est ce que vous êtes précisément en train de faire. C'est pourquoi les robes noires et les gilets jaunes ont en fait beaucoup plus de points en commun et de convergence qu'il n'y paraît. Il y a bien sûr de manière flagrante le niveau inédit de répression judiciaire qu'a subi le mouvement des gilets jaunes. Le Premier ministre indiquait la semaine dernière que, je cite, « depuis le début de ces événements, 1796 condamnations ont été prononcées par la justice et 1422 personnes sont encore en attente de jugement. Plus de 1300 comparutions immédiates ont été organisées et 316 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. » Ces chiffres sont effarants et le gouvernement a bien tort de s'en féliciter, car ils sont bien plutôt la preuve d'un échec politique et d'une dérive autoritaire que d'un bon exercice de la justice. Nombre d'observateurs et d'observatrices, des journalistes, des chercheurs et chercheuses et de professionnels du droit parlent, je cite, d'une répression de masse, d'un appareil judiciaire mobilisé depuis 3 mois pour rendre une justice d'exception. Sont ainsi dénoncées des incriminations fantaisistes, des procédures bâclées, des peines exorbitantes infligées pour des infractions imaginaires, des mises en cause systématiques des droits de la défense. On parle aussi des comportements comme celui du parquet de Paris, mis en cause par le journal Le Canard enchaîné, où le procureur du tribunal de grande instance aurait ordonné à ses substituts de maintenir des gens en garde à vue, ce qui vaudrait à rien moins que des séquestrations arbitraires. On parle encore du refus catégorique, malgré les évidences, de poursuivre les actes de violence. Le bilan provisoire du décompte effectué par le journaliste David Dufresne indique, en matière de répression policière, 443 signalements, 1 décès, 193 blessures à la tête, 20 personnes éborgnées et 5 mains arrachées. Voilà donc une justice en crise, par défaut de moyens, qui a déjà beaucoup de mal à effectuer ses missions fondamentales de service public. Elle se trouve abruptement instrumentalisée par un pouvoir exécutif de plus en plus autoritaire, et ce qui est constaté, y compris au-delà de nos frontières, par les plus grandes instances européennes et internationales, instrumentalisé donc par ce pouvoir qui assume publiquement la confusion des pouvoirs, qui nullifie le principe d'indépendance et d'impartialité de la justice et fait reculer l'État de droit. On retrouve la trace, l'inspiration peut-être de ce comportement dans votre projet de loi, à travers l'élargissement du recours aux procédures attentatoires aux droits et libertés, comme la mise sur écoute téléphonique, les géolocalisations, les perquisitions sans assentiment dès le stade de l'enquête préliminaire, l'accès distant aux correspondances électroniques et j'en passe. Plus généralement, la disproportion des mesures, l'instrumentalisation politico-politicienne d'une justice déjà affaiblie ne doit manquer d'alarmer. Surtout quand la manière dont elle s'exerce vis-à-vis des unes et des autres, opposantes politiques, journalistes, manifestants et manifestantes, est mise en parallèle avec celle quelque peu surprenante, aux limites de la complaisance, avec laquelle d'autres sujets de droit sont traités. En Macronie ainsi, il y a d'un côté celles et ceux qui réussissent, elles et ils jouissent d'une impunité
octroyée au plus haut sommet de l'État, qui leur permet d'être traités avec une singulière légèreté, même quand elles et ils sont pris sur le fait. Ainsi, cet ex-bagagiste et présentement barbouze élyséen, Alexandre B., qui usurpe les insignes des forces de police, s'en prend violemment à des manifestants et manifestantes, ment à une commission d'enquête parlementaire, soustrait des pièces à une instruction judiciaire et s'en va tranquillement faire le tour du monde muni de passeports diplomatiques. Et puis il y a ces autres qui ne sont rien, voués ordinairement à la précarité à perpétuité, et lorsqu'elles et ils en viennent à se révolter contre l'injustice fiscale, environnementale, sociale et démocratique, n'obtiennent ici et là que quelques pelures de carottes et surtout beaucoup de coups de flashball, de garde à vue, de détention provisoire, de comparution immédiate et de peine de prison ferme. Ce deux poids, deux mesures, cette injustice flagrante, nourrit la défiance citoyenne et populaire, le rejet massif des institutions dont la justice fait aujourd'hui, y compris l'objet, et que votre projet de réforme va accentuer. Ce projet de loi de programmation va entraîner la construction d'une justice à deux vitesses, déshumanisée, désertifiée, faisant la part belle aux techniciens et techniciennes experts et expertes, notamment en matière de services lucratifs, et laissant sur le bas-côté de la route les personnes qui ne maîtrisent pas ces différents outils, qui n'ont pas accès à ces moyens. Prenons l'exemple, ça a été rappelé dans les interventions précédentes, mais il est important pour que tous et toutes prennent la mesure du problème que comporte votre texte. Prenons donc l'exemple de la fusion des tribunaux d'instance dans des tribunaux de grande instance. Votre texte entérine ainsi la disparition du tribunal d'instance, juridiction pourtant géographiquement proche des justiciables, simple et accessible dans son mode de saisine, peu coûteuse et jugeant dans des délais satisfaisants. Cela est suffisamment rare en ce moment avec une justice des magistrats surchargés pour ne pas le rappeler. La suppression du tribunal d'instance et celle de la fonction de juge d'instance, remplacée par des, je cite, tribunaux de proximité sans existence juridique autonome et donc plus facilement déplaçables, déménageables, va aggraver les inégalités territoriales et l'accès à la justice, et les difficultés d'accès à la justice. Vous n'avez eu de cesse d'affirmer, Madame la Ministre, et sur les bancs de la majorité, que vous ne vouliez pas faire un grand soir de la carte judiciaire et que vous ne feriez que répartir leurs fonctions et matières affectées. Nous, membres des diverses oppositions, et encore une fois, ça a l'air de surprendre les membres de la majorité que des groupes opposés qui ont des stratégies, des objectifs différents peuvent se retrouver justement en défense de l'intérêt commun sur un certain nombre de questions. C'est aussi ça, la démocratie et le sens de la chose publique. Nous, parlementaires et nombre de professionnels du droit, estimons en vérité que votre réforme signifie une probable fermeture d'ici à 2022 de tribunaux et donc la création de déserts judiciaires dans des zones peu peuplées, la fin de l'égalité de l'institution judiciaire entre territoires en créant des tribunaux à la carte un peu partout en France, l'accroissement des difficultés pour mener des démarches, car là où il y a des tribunaux uniques et identifiables, il faudra peut-être se déplacer à 3 ou 4 endroits différents selon les matières. De la même manière qu'on ne peut justifier un État à la carte selon les départements, on ne peut créer des tribunaux différents selon les territoires. Ce serait non seulement une atteinte à l'unité de l'autorité judiciaire, totalement illisible pour les citoyens et citoyennes, mais aussi le signe de futurs déserts judiciaires. À l'heure où vous gargarisez de la grande opération de communication qui est devenue le pseudo-débat national, débat qui était censé répondre aux attentes des citoyens et citoyennes, vous passez là encore à côté des demandes portées, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, mais largement soutenues par la population, d'un meilleur accès et d'un meilleur accompagnement humain aux droits sociaux, aux droits économiques, aux droits politiques et à la justice. Voici un exemple parmi de nombreux autres qui justifie, de notre point de vue, de voter en faveur de cette motion de renvoi. Je voudrais en rajouter un dernier argument en faveur de ce retour en commission. Depuis quelques jours, l'importance de la lutte contre le racisme et les discriminations reprend une actualité toute particulière. Et la question des faiblesses de prise en charge judiciaire, humaine, des personnes victimes illustre de manière criante un des graves manques de notre système judiciaire. C'est notamment ce que relève le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits humains sur l'année 2017. Cette CNCDH mentionne notamment les auditeurs et auditrices de justice qui ne sont
selon elle et selon ses enquêtes, qui ne sont sensibilisés qu'à la marge, à la technicité juridique du contentieux. La CNCDH encourage les pouvoirs publics, dans sa recommandation numéro 28, à activer, voire à réactiver et déployer des pôles antidiscrimination. Le bilan des quelques-uns qui ont été créés dans les années auparavant, ce qui montre bien qu'il était fait un certain nombre de choses tout de même avant votre arrivée au pouvoir, étant décevant et leur activité assez inégale, voire dans certains ressorts inexistante. Cette recommandation est similaire à l'amendement 316 que nous vous avions soumis en proposant la création de pôles judiciaires spécialisés dans la lutte contre les discriminations auprès de chaque cour d'appel, qui inclurait non seulement des magistrats et magistrates du siège et du parquet, des officiers et officières de police judiciaire spécialisés, mais aussi des associations et des justiciables tirés au sort. Comme quoi, nous en avons fait, et bien plus que des amendements de suppression, nous avons fait un grand nombre d'amendements de propositions. Cet amendement, comme tous les autres, vous l'avez rejeté. Alors, quelle ne fut pas notre surprise d'entendre quelques semaines plus tard, dans une émission télévisée, en janvier dernier, votre secrétaire d'État, Mme Schiappa, approuver une idée similaire et s'engager à la mettre en œuvre. Mais nous ne sommes pas bégueules. Nous vous disons chiche, travaillons-y. Mais nous pensons qu'un tel sujet ne peut décemment se régler sur le coin d'un plateau de télévisé et mérite toute l'attention et tous les efforts de la représentation nationale. Au cœur de la grande révolte sociale et populaire qui secoue notre pays depuis plus de 3 mois maintenant, nous l'avons dit et répété, ça a été dit et répété dans les ronds-points, dans les mobilisations, dans les actions menées par les citoyens et les citoyennes en gilets jaunes, il y a une grande et saine soif de justice fiscale, de justice environnementale, de justice sociale, de justice tout court. Audre Lorde, poétesse états-unienne dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, disait, je cite, « If I cannot hear this pain and alter it, I will surely die of it. That's the beginning of social protest. » En français, « Si je ne peux pas exprimer cette douleur et la modifier, j'en mourrai certainement. » C'est ça le début de la protestation sociale. Sans justice, mesdames et messieurs les députés de la majorité, il n'y a pas de paix sociale, ni possible, ni souhaitable. Si vous voulez la paix sociale et républicaine, rétablissez la justice républicaine et votez donc en faveur de cette motion de renvoi en commission. C'est toujours difficile de répondre à Madame Obono en réalité parce que vous faites ici comme ailleurs, dans cet hémicycle ou en commission, une sorte de mélange assez savant, assez complet d'ailleurs, je dois le reconnaître, de beaucoup de dispositions et vous convoquez régulièrement des exemples tirés de votre réalité, des exemples tirés d'autres réalités. C'est difficile, mais en réalité, c'est un exercice de simplification auquel vous vous prêtez très régulièrement et c'est finalement un exercice d'instrumentalisation. Puisqu'en réalité, vous tirez conséquence d'éléments de fait que nous constatons tous pour les intégrer dans une logique qui n'est absolument pas celle du texte, qui en est souvent d'ailleurs très écartée. Vous parlez d'un certain nombre de choses qui sont en rapport ou d'autres qui le sont moins. Non, Madame Obono, ce n'est pas une manière, si je puis dire, sérieuse d'aborder un débat sur la réforme de la justice, qui est un débat de longue haleine, qui est un débat qui vient de loin, comme c'était dit tout à l'heure, et qui va aller encore plus loin parce que nous avons besoin de réformer la justice française. Vous ne pouvez pas, en réalité, convoquer aussi des images qui frappent. Vous avez parlé des livres, des codes qui sont brûlés. Moi, ça me fait penser aux autodafés de livres que nous avons connus dans les périodes les plus troubles de notre histoire, y compris notre histoire européenne. Je vous remercie, Madame Obono, de ne pas faire ce genre de références. Elles ne sont ni utiles, ni élégantes, et surtout, elles peuvent heurter violemment les consciences républicaines qui sont les nôtres. Parce qu'en réalité, c'est l'ordre républicain que nous défendons aussi par ce texte. C'est la manière que nous avons de répondre à un certain nombre de phénomènes sociaux, à un certain nombre d'évolutions auxquelles nous devons être extrêmement attentifs. Ce n'est pas par vos dispositions qui visent finalement, au fond, à opposer deux mondes. Ces deux mondes ne peuvent être opposés. Nous vivons dans le même endroit, dans le même lieu, au même moment. Nous avons les mêmes obligations, des obligations en tant que parlementaires de remplir les objectifs de responsabilité qui sont les nôtres, qui nous sont imposés. Madame Obono, évidemment, nous ne pouvons
être favorable à votre motion de renvoi en commission. Ça tendrait à dire finalement qu'il n'y a pas eu de débat. Il y a eu de multiples débats, certes qui ne vous ont pas donné satisfaction, mais parce qu'en réalité, vous ne souhaitez pas qu'ils ne vous donnent satisfaction. Vous êtes dans une posture, et donc renvoyer en commission serait tout simplement rester dans une posture. Nous ne la voulons pas, nous voulons avancer. Vous avez dit, nous ne sommes pas bagel. Nous ne sommes pas plus bagel que vous, et donc nous voulons avancer, démontrez-le. Vous ne l'avez jamais fait. Raison pour laquelle je suis clairement opposé au renvoi en commission. Merci, Madame Obono. Et une explication de vote en faveur de la motion que je viens de présenter, et pour répondre en partie aux arguments, même s'ils étaient à peu près inexistants sur le fond du rapporteur et quelques interventions. Oui, nous avons un certain nombre de constats, et ils sont partagés pour le coup sur tous les bancs de l'hémicycle. On l'a dit et redit dans les débats sur le manque de moyens accordés à la justice, sur le retard pris, même si il y a eu des choses de fait, et depuis un certain nombre d'années, mais pas à la hauteur des besoins. Et ça, personne n'est en désaccord, je crois, avec ce constat-là. Mais en fonction de l'analyse que l'on fait de la situation et de surtout ce que devrait être la justice de notre pays, on va avoir des propositions différentes. Et monsieur le rapporteur, je suis vraiment déçue que vous ayez si peu fait attention dans les débats en commission et en séance, et pourtant il y en a eu de très nombreux. Vous n'avez pas entendu l'ensemble des propositions que nous faisions, que ce soit en termes d'augmentation budgétaire, mais aussi de propositions de réforme de la carte judiciaire. J'en ai présenté une lors de mon intervention, et vous n'avez de toute évidence pas entendu et pas vu la mobilisation très forte et très importante des professionnels de la justice, y compris qui ont eu des expressions symboliques très marquées, très marquantes, je vous l'accorde, mais le reproche que vous semblez me faire à moi passe à côté du fait que si des personnes, des professionnels du droit qui savent la force des symboles en arrivent à ce genre de démonstration, c'est peut-être que ça devrait vous faire réfléchir. Et ces doutes qui avaient été exprimés dès le début des dits chantiers de la justice, de la soi-disant consultation, que beaucoup des professionnels ont ensuite considéré comme étant une perte de temps, des questionnaires à choix multiples, etc., qui ne créez pas un vrai débat. Vous avez choisi de ne pas les entendre, comme vous continuez à ne pas entendre nos arguments. C'est bien dommage. Voilà justement pourquoi il faudrait avoir ce renvoi en commission, pour qu'on puisse enfin s'entendre et avancer pour une justice au service du plus grand nombre. Merci, Madame la députée.